Bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, c'est le lancement d'un nouveau télescope qu'on envoie. Son nom, c'est Euclide. J'ai une photo ici qui représente celle-ci. Chose intéressante, si on regarde, il y a un côté qui sera du côté du Soleil, donc pour absorber l'énergie, mais bien sûr, protéger le télescope. Et si je recule un peu la vidéo ici, vous pouvez voir, voyons voir, vous pouvez voir ici l'entrée de l'information qui va arriver ici. Donc ça, c'est intéressant. Le but de ce lancement, c'est de faire la collecte de données sur la matière noire et, si possible, avoir de meilleures informations pour mieux développer la théorie de l'énergie noire. Donc, parlons un peu de ces informations pour savoir ce que ceci veut dire. Donc, j'ai quelques informations ici en rediffusion. Je vais mettre les liens en bas. Ça va être fantastique de voir ceci. Donc, ça, c'est la fusée de lancement avec le Faucon 9 de SpaceX. Voyons voir si j'ai ici. Alors, ici, on peut voir, ça, c'est le site de l'Agence spatiale européenne. Donc, on montre ici comment que ceci est. Chose intéressante, la mission ici sera de 6 années. 6 années seulement, parce que l'idée, c'est de faire la collecte de données rapidement. Et puis, après ça, on aura besoin de scientifiques pour faire l'analyse des données. Le but de ceci, c'est avoir des informations à l'aide de récepteurs infrarouges pour voir si, lorsqu'on a une étoile ou une galaxie et l'information vient vers nous, est-ce que ces ondes, cette énergie, ces ondes électromagnétiques vont être déviées ou il y aura des changements dus à l'énergie, non, dû à la matière noire. Donc ça, ce sera intéressant ici. Et bien sûr, on veut savoir qu'est-ce que c'est la matière noire. Donc voyons voir si je peux descendre ceci un peu. Donc ça, c'est un exemple de l'intérieur où la collecte de données se fait ici et il y a bien sûr les appareils pour faire la lecture. Ça ici, c'est pour montrer que pendant les 6 années, ce télescope ne fera pas la lecture de tout ce qu'il y a dans l'espace. Bien sûr, nous avons la Voie lactée qui est ici, et chose intéressante avec la Voie lactée, il y a beaucoup d'informations qui nous viennent de ces étoiles. Donc, les endroits où il y aura, je ne sais pas si je peux mettre ça, je ne peux pas le mettre plus gros, les informations seront recueillies dans le haut ou dans le bas ici, d'un côté et l'autre de la Voie lactée. Ça va nous donner la chance d'être plus précis avec l'information qu'on reçoit. Je rappelle, c'est une mission de 6 ans, donc ça va ramasser beaucoup d'informations rapidement et ça va couvrir un espace immense de notre ciel. Alors, en faisant mes recherches, ça dit que ça va couvrir le tiers de ce que nous pouvons voir comme ciel. Donc, ça sera intéressant. Alors ça, ici, on a un exemple avec panneaux solaires d'un côté pour protéger. Moi, je dis panneaux solaires, c'est intéressant. Je devrais faire un peu plus de recherche sur ceci. Alors ça, c'est une image qui est intéressante parce que ça nous montre que ce que nous voyons de notre univers, basé sur ce que nous sommes ici, nous avons la matière comme nous la connaissons. Mais selon la théorie du Big Bang, il semble que ça représenterait à peu près 5% de la matière de l'univers. Ça veut dire qu'il y a un autre 95% qui est autre chose. Selon les théories, ce serait à peu près 25 à 27% qui serait de la matière noire. Pourquoi de la matière noire? C'est une matière qui existerait, qui a, vu qu'il y a une masse, aurait des propriétés gravitationnelles et donc pourrait affecter la gravité à l'intérieur de notre univers. Ça, c'est basé sur nos théories. Par contre, on n'a jamais vu cette matière noire. On dit que c'est noir parce que lorsqu'on regarde le ciel la nuit, on voit que c'est noir. Donc, est-ce que c'est un mot ou un nom original? Pas du tout, mais on ne peut pas dire beaucoup plus de ça. Une autre chose intéressante, c'est qu'on se dit qu'à l'intérieur de notre univers, 70%, donc 68 à 70% de notre univers serait fait d'énergie noire. Donc, il y a l'énergie, bien sûr, qui vient des étoiles, la gravité des planètes, il y a tous ces objets célestes qui existent. Mais on se dit qu'il y a aussi de l'énergie noire qui existe, et ça, c'est basé sur le fait, et ne vous en faites pas,
Le lancement est planifié pour 11h11. Donc, on a le temps pour parler de ceci. Alors, si on regarde un peu cela, on a ici, si on pense à notre temps maintenant, on a notre vision de ce qu'il y a dans notre univers. Donc, on se dit qu'il y a eu, à un moment donné, le Big Bang, qu'il y a eu une expansion rapide, notre univers a refroidi rapidement, et suite à cette explosion, il y a eu une augmentation du volume de celui-ci. Chose qui est intéressante, par exemple, c'est, voyons voir, où est cette photo? Alors, je regardais cette photo, ce qui est intéressant, c'est que, selon nos observations, avec l'effet Doppler, nous remarquons que les galaxies et les étoiles qui sont dans notre univers ont tendance à s'éloigner de nous. Et donc, il y a eu une augmentation rapide du volume de l'univers, il y a eu ralentissement et présentement, selon nos observations, il y a une accélération de cette expansion. Et ça, on ne sait pas comment expliquer cela encore. La seule façon qui peut-être pourrait fonctionner, c'est cette idée qu'il y a une énergie qui fait accélérer l'expansion. Pensez un peu comme si on pense à un feu d'artifice, il y a une explosion et ça finit par ralentir. Et l'idée du Big Bang, c'est qu'il y a une expansion qui ça ralentit. Et je me rappelle quand moi j'étais à l'école, on se disait qu'il y aurait un ralentissement et il y aurait un rapetissement de l'univers pour avoir, comment on appelait ça? On appelait ça le Big Crunch dans ce temps-là. Mais d'après nos observations depuis plusieurs décennies, c'est qu'il y a une expansion rapide. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui existe dans notre univers qu'on ne sait pas, mais qui cause cette accélération. Donc, on a besoin d'envoyer des appareils pour voir ce qui se passe. Alors, ceci. Donc ici, ça c'est il y a quelques années. Alors, il y a eu MAP qui était le premier satellite. Après ça, il y a eu le télescope de Planck. Et ça, si on regarde notre explosion de notre univers, il y a une écho qui est arrivée. Et cet écho, c'est cette idée ici qu'il y a, et ça c'est la première photo que nous avions eue, qu'il y a un écho. Donc, à quelque part, est-ce que cet écho peut nous donner des informations sur ce qui se passait au début de notre univers? Est-ce qu'on a encore toutes les réponses? Pas du tout. C'est pour ça qu'on a besoin d'envoyer des appareils. Alors, voyons voir. Très bien. Alors, ça, c'est un autre exemple. Si nous avons un écho de notre Big Bang, est-ce que l'on peut lire les informations qui viennent de ces échos beaucoup plus spécifiquement pour avoir des données? Ce nouveau télescope peut voir les rayons qui sont visibles, mais aussi les rayons infrarouges. Donc, le but de ce télescope, c'est de faire la cartographie du ciel, ramasser le plus de données le plus rapidement possible pour s'assurer que tout va bien. Donc, ça, c'est le premier but de ce télescope. Voyons voir si on peut regarder le temps. Il nous reste 4 minutes maintenant. Quelle est l'autre chose que je voulais montrer? Nous avons ça ici. Voyons voir. Est-ce que je peux... Ah oui. Où est-ce que ce télescope va être lancé? Alors, lorsqu'on parle de notre Soleil ici et notre planète Terre, ce télescope Euclide va aller joindre le télescope qui est James Webb. Et il y a aussi d'autres petits télescopes. Donc, il y a ici WMAP qui était dans les années 90, si je me rappelle bien, celui de Planck qui était dans les années 2010 à peu près, qui nous ont donné ce fond cosmologique, ce fond diffus cosmologique. Donc, c'est un endroit que les astronomes aiment pour les télescopes. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que c'est un point qui... Alors, on sait que la Terre tourne autour. Je sais pas, y avait-tu une petite vidéo ici? Voilà. Donc, il y a la Terre qui tourne autour du Soleil. Et en cette location L2 ici, c'est l'endroit où la gravité du Soleil et de la Terre est constante, de façon à ce que s'il y a un objet qui est là, cet objet va être capable de pouvoir aller en orbite et avec le moins de force gravitationnelle possible. Maintenant, il faut se dire que, voyons voir, je vais arrêter ça, puisque c'est une orbite circulaire, qu'est-ce qui arrive, c'est que, voyons voir, j'ai oublié.
C'est une orbite circulaire. Ah oui, le satellite aurait tendance à vouloir aller continuer tout droit. Par contre, à cause de la gravité, il y a une orbite qui est constante. Et c'est l'endroit où la gravité du Soleil et de la Terre se retrouve à un point qui est presque zéro. Ça permet d'avoir un endroit spécifique qui est contenu et puis nous permet d'avoir un endroit stable pour ceux-ci. Voilà. Donc, on avance tranquillement, ça c'est très bien. Donc, c'est un peu l'histoire parce que ça nous permet de pouvoir avoir des nouvelles données. Donc, les personnes vont dire, comment est-ce que ce nouveau satellite ou nouveau télescope Euclide sera comparé à James Webb? Alors, James Webb, ce qui est intéressant, c'est le plus grand télescope fait par les humains envoyé dans l'espace. Et celui-ci permet de se concentrer à un point très spécifique pour faire des observations sur un endroit qui est recherché. Donc, on va pointer vers une étoile spécifique, vers un endroit de l'univers spécifique. Mais on va aller dans le temps. Donc, plus on voit des images qui viennent de loin, plus cela est des informations anciennes de notre univers. Par contre, le télescope James Webb a tendance à avoir une vue qui est très, très petite parce que c'est un focus très important. Donc, Euclide, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller là et va faire la cartographie en 6 ans de ce que l'on peut voir dans le ciel. Donc, une cartographie rapide qui va faire la collecte de données et comme ça, on peut faire l'analyse spécifique de ce que l'on voit. Et après cela, là, on peut utiliser James Webb pour aller se concentrer sur un endroit spécifique. C'est un peu comme quand j'étais en géologie. La première chose que l'on fait, c'est qu'on fait une cartographie générale de l'endroit. On utilise des prospecteurs, on utilise d'autres spécialistes pour nous aider. Et une fois qu'on a sur tout le territoire quelques endroits qui deviennent intéressants, là, on emmène les géologues, là, on emmène les compagnies pour faire de l'exploration plus spécifique. On est à temps zéro ici. Voyons voir si je peux mettre ceci. Et nous avons un décollage ici qui est fantastique. Ce décollage réussi. Je rappelle que SpaceX utilise des combustibles fossiles pour faire ses lancements. Donc, on peut voir ici, il y a une traînée ici. Donc, ils n'utilisent pas l'hydrogène et l'oxygène comme certains projets qui existent autour de la planète. Donc, ici, ça semble fantastique. Les fusées de SpaceX sont fantastiques parce que l'idée, c'est qu'ils sont recyclables. Rapidement, on peut les récupérer. Ça diminue énormément les coûts et ça, c'est fantastique. La capsule Falcon X est sur la pointe de la fusée et donc, c'est le plus grand capsule pour envoyer les objets les plus grands dans l'espace présentement. C'est pour ça qu'on les utilise et c'est fantastique. Si on peut le voir, c'est ici que le télescope se retrouve et on a besoin de cette fusée pour l'envoyer. Donc, fantastique. Je ne mets pas le son. Si vous voulez, je peux mettre le son ici. Je vais mettre la vidéo ici à l'intérieur de la section clavardage. Vous pouvez aller voir si vous voulez. Donc, ici, tout au long de notre envoi, donc ici, on peut voir. Alors ici, on va à 2000 km/h, altitude d'à peu près 18 km. Donc ici, on peut voir que ça va très bien. Donc d'ici une quarantaine de minutes, il va y avoir le déploiement de ce télescope, qui est fantastique. Donc ici, on peut voir... Alors ici, ce qui est intéressant, on peut voir les moteurs individuels qu'il y a sur les fusées de SpaceX. Et on arrive dans l'atmosphère. Regardez la courbure de notre planète ici. C'est fantastique. On peut même voir ici l'épaisseur de notre atmosphère. Toute beauté. On peut voir pas de nuages, c'est très bien. Une vue du sol. Donc, voyons voir. Donc, tranquillement, on est rendu à 5500 km/h, qui est toujours excitant. C'est excitant parce que c'est live, quelque chose qui... Moi, quand j'étais jeune, on devait aller en Floride pour voir cela, bien sûr. Si on travaillait avec la NASA, ou on allait dans la Guyane, pour la France, par exemple, il y a toutes sortes d'endroits. Donc ici, on arrive MECO. Voyons voir la prochaine partie ici. Donc, voyons voir. Je pense qu'il y aura une certaine déconnexion. Voilà, la plus grande fusée, la partie du bas est éliminée, est enlevée.
On a ici la prochaine fusée qui est la partie du haut qui va s'allumer. Voilà. Et en passant, technologie fantastique des fusées, on peut voir ici que ce n'est pas uniforme. Ça, c'est fait en certains matériaux. J'aimerais dire la céramique, mais pas tout à fait. On peut voir que c'est une matière qui n'est pas solide et il y a des endroits à l'intérieur qui sont vides pour pouvoir transporter et diffuser l'énergie de façon facile. Donc ici, on peut voir l'autre est parti. La partie du bas qui a été laissée aller, chose intéressante, celle-ci va revenir sur Terre. Donc on peut voir ici, il y a les petites planètes, les petites plaquettes ici qui sont ouvertes. On les utilise pour commencer à guider la descente de cette portion de la fusée et celle-ci va revenir sur Terre, ce qui est fantastique parce que ça va permettre de pouvoir la réutiliser et donc baisser les coûts et c'est bon pour l'environnement, bien sûr. Donc ici, on peut voir que la fusée qui est ici, on peut voir qu'on a quitté l'atmosphère. Regardez si c'est fantastique. On peut voir l'espace qui est noir ici. On a des caméras qui nous montrent très bien ce qui se passe. C'est fantastique. Et on a ici la partie qui tranquillement revient sur Terre. J'espère qu'on va pouvoir voir l'atterrissage de cette partie. Fantastique. On va maintenant à 10 700 km/h. N'oubliez pas que pour pouvoir quitter la gravité de notre Terre, il faut aller à plus de 11 000 km par seconde, non, 11 000 km par heure. Et la raison pour cela, c'est que si on ne va pas à cette vitesse, on ne peut pas quitter la gravité. Donc, on aurait ici une fusée qui irait dans l'espace et finirait par revenir sur Terre. Donc, ici, on a besoin d'une vitesse. Et si vous regardez, on a une vitesse qui a ralenti un petit peu. Alors ici, on a passé ce point où on se retrouve en apesanteur, bien sûr, à peu près à 150 km. Regardez cette photo, toute beauté ici. Je vais voir si je peux prendre une... Oh, ça serait fantastique de l'utiliser comme... je devrais prendre une photo de cela. Je vais la prendre tout à l'heure parce que j'aurai accès à cette vidéo. Donc ici, nous avons la partie ici du bas sur le côté gauche et on peut voir, on est au-dessus. Donc ça ici, c'est à l'intérieur. On regarde si tout va bien. On a ici notre... Alors ici, on peut voir qu'il est dans l'espace. On accélère quand même toujours. Oh, si on regarde, l'accélération a recommencé. Ça veut dire qu'on s'est approché pour quitter la gravité de la planète Terre et maintenant on s'éloigne un petit peu plus pour pouvoir s'arranger de déployer notre télescope. Ce que je veux voir aussi, j'espère pouvoir voir ça ici. Ça, c'est l'autre partie. Je pensais qu'on se rapprochait tranquillement. Les nuages semblent se rapprocher. Ça va être intéressant. Voyons voir. J'ai aussi d'autres. Ça, c'est la station de SpaceX. Voyons voir ce qu'ils ont d'intéressant. Alors ça ici, c'est à la NASA. La fusée est partie, donc on n'a rien de plus à utiliser. Et ça ici, en direct, ça c'est l'information qu'on a. Oh, ici on peut voir, retournons. Je pense que l'image qu'on a de l'Agence spatiale européenne est fantastique. Donc ici on peut voir qu'il y a les moteurs qui arrivent ici, qui commencent à s'allumer pour ralentir pour ralentir le rapprochement. Voilà. Alors ici, éventuellement, on va perdre le signal lorsque celui-ci va retourner dans notre atmosphère. Donc ici, on est entré dans l'espace, c'est très bien. On est à 20 000 km, donc on peut voir que la vitesse va énormément. S'ajoute toujours. Regardez ça, ces photos, c'est fantastique. Donc ici, n'oubliez pas que s'il y a des ingénieurs qui travaillent avec certains matériaux, on a ici des températures qui sont très, très hautes à l'intérieur du moteur et il fait peut-être moins 260 degrés dans l'espace. Donc, ce sont des matériaux qui doivent être capables de contenir ou de gérer ces types de températures.
Donc ici, on peut voir ici qu'on descend assez rapidement. Les nuages se rapprochent. Donc éventuellement, donc on voit ici les vagues ici de l'océan. Donc ça, ce sont des petites palettes qui est utilisée pour guider notre, la base de la fusée. Et quelque part, il y a une petite plateforme qui va recevoir. Vous voyez, c'est fantastique. Donc on utilise ceci comme un avion. Donc ici, on a cet endroit ici qui va accueillir la partie de la fusée, les moteurs qui sont là pour ralentir la base. Et voyons voir comment c'était. Déploiement des pattes et rapidement pour avoir une décélération. Et voilà. C'est un succès. C'est fantastique point de vue technologique. Il y a 20 ans, on ne pensait pas que ça serait possible de pouvoir récupérer ces types de fusées. Habituellement, on les laissait tomber dans les océans et on allait les chercher et ils n'étaient pas récupérables. Donc ici, on peut voir, alors ici, on a ici stage 1, stage 2. Donc on a déjà fait au moins le tour de la Terre au moins une fois. Donc ça, c'est la Floride qui est ici. Et on peut voir que, oh, alors ici, probablement qu'on discute, on discute de ce qui s'est fait jusqu'à maintenant. Voilà. Donc ici, ce qu'on va faire, alors ici, si on regarde, il n'y a plus d'accélération, on a coupé les moteurs. Et là, il y aura bien sûr comment est-ce qu'on va détacher ce télescope ici. Donc voyons voir qu'est-ce qu'ils ont à proposer comme information utile ici. Donc ici, un scientifique fantastique qui est très excité. Donc voyons voir si je peux ajouter quelques infos au fur et à mesure qu'il mentionne cela. Voyons voir. Alors j'ai parlé de science. Où est-ce que ce télescope va aller? On a eu le lancement et on a parlé de l'univers. Voilà. Ça, c'est une autre photo qui vient de l'Agence spatiale européenne. Et on peut voir qu'on a quitté la planète Terre. Donc, la distance entre Euclide et la planète Terre sera d'à peu près 1,5 million de kilomètres. Donc, très, très loin dans l'espace. Donc, ici, si on regarde la ligne de temps, on va se retrouver avec, dans 2 jours, on va aller vers L2. Ça, c'est bon. N'oubliez pas qu'on a besoin du temps pour que ce satellite étant dans l'espace, il y a une baisse de température disons qu'il fait 20 degrés ou 25 degrés en Floride, ça va descendre de près de 300 degrés pour aller à moins 270 degrés à peu près. Donc ça veut dire que tous les matériaux doivent s'organiser parce qu'il y a bien sûr de la contraction avec ce qu'on envoie dans le ciel. Et puis ici, on se dit qu'on va arriver dans 4 semaines. Donc, on est ici le 1er juillet. Donc, vers le 1er août, on devrait être capable d'arriver là. Le télescope va s'aligner. Et puis, on va faire des tests pour quelques mois. Et dans 3 mois, donc août, septembre, octobre, on devrait être capable, au début octobre, de commencer à faire la collecte de données. Et ça veut dire que rapidement, il y aura des données qui seront envoyées sur la planète Terre de façon grandiose. Et donc, il y aura des ordinateurs qui vont accepter ceci. Et on a besoin de l'intelligence artificielle, mais aussi des scientifiques pour interpréter cela. C'est toujours fantastique de voir cela. Alors, voici un petit segment de plus en ce qui concerne le détachement. Donc, on a fait la lancée de Euclide. SpaceX est rendu dans l'espace. Nous avons maintenant quelques images d'ici 1 minute ou 2 en ce qui concerne le déploiement. Donc ici, on est rendu dans l'espace. Je ne sais pas si je peux avoir, tiens, tranquillement, on est à peu près à 24 000 km. Voyons voir si on peut avoir quelques détails, j'apprécierais. Donc, voilà. On est à 27 000, voyons, mettre ça plus gros un petit peu, 27 000, presque 28 000 km par heure, donc une altitude de 5 000 km. Donc, on est très loin. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va, dans quelques instants, détacher une partie de notre déploiement ici. Alors, je cherchais l'information tout à l'heure, je n'étais pas sûr si c'était le déploiement complet
de Euclide, mais je pense que c'est le cas. Donc, voyons voir. Donc, tranquillement. Alors, d'après moi, la vitesse devrait ralentir un petit peu, malgré le fait que je ne pense pas que la vitesse dans l'espace crée des... il n'y a pas vraiment de friction avec l'air parce que c'est le vide. Donc, mais il faut s'assurer que, d'après moi, il faut encore une poussée parce qu'à 27 000 km/h, n'oubliez pas qu'il doit y avoir... Ah, voilà. Donc, ici, il y a le déploiement. Donc, il y a ici la fusée ou le moteur qui a été libéré. On voit le bas du satellite. Alors, on peut voir qu'il y a quelques particules un petit peu ici. C'est intéressant. Je ne sais pas si c'est la caméra ou ce sont des particules que dans l'espace. Donc, ici, on peut voir notre satellite, la réflexion de la lumière. Donc, le soleil est derrière nous. Donc, ça, c'est excitant. Voyons voir si... Je ne sais pas s'il y a des caméras à bord de notre satellite. Mais voilà, nous avons notre satellite qui est en chemin vers... qui va bien sûr s'assurer qu'il y a tout ce qu'il faut en ce qui concerne les températures. N'oubliez pas que sur la planète, sur Terre ici, la température était plus de 20 degrés Celsius. Dans l'espace, c'est près de moins 270 degrés Celsius peut-être. Donc, il y a un changement d'à peu près 300 degrés Celsius. Donc, tout le télescope va refroidir comme il faut pour s'assurer que tout va bien. Et nous allons pouvoir, d'ici quelques jours, voyons voir si je peux revoir tranquillement la ligne de temps. Donc, ici, on peut voir quelques informations sur cette aventure du télescope. Donc, d'ici les prochaines journées, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que oui, on va aller dans la direction du point Lagrange, donc à 1,5 million de kilomètres de la planète. Il y a bien sûr le refroidissement complet ici du télescope. Une fois que ça s'est fait, qu'est-ce qui va arriver? C'est que deux choses vont se passer. On va commencer à calibrer les appareils qu'il y a sur le télescope. On va se rendre, alors cette calibration ici, nous allons bien sûr se rendre au point Lagrange et durant ce temps-là, après, nous allons prendre quelques mois pour finaliser le test des différents appareils dans le télescope, ce qui nous permettra de pouvoir avoir des images, bien sûr, dans les mois à venir. Et ça, c'est excitant. Alors, si vous êtes intéressé à d'autres sujets sur l'astronomie, je peux mettre ici la discussion que j'ai sur un autre projet qui est le télescope spatial James Webb. On se voit dans la prochaine vidéo. C'est fantastique ce qu'on peut apprendre sur l'exploration spatiale.